And our next inspirer is a man who is a friend of Centifolia, has been for some time. So he was here 2 years ago, gave us a fantastic talk about his voyage, a real personal voyage into the Amazon. This time he's going to give us a talk about another amazing, unknown, far-flung destination. Please welcome the Director of R&D for Yves Rocher, Monsieur Xavier Ormancé. Merci. Bonjour. Effectivement, il y a 2 ans, ici même, je vous ai parlé d'un peuple qui vit dans une zone très isolée, très reculée, un peuple qui a aussi une histoire et une culture très forte. Et ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est à nouveau vous présenter un autre peuple qui lui-même a une grande culture, je dirais une très belle histoire, et qui vit aussi dans un monde assez isolé. Je vais vous parler breton. Alors c'est une plaisanterie, bien sûr. Il ne s'agit pas des Bretons, peuple très important chez Yves Rocher, comme vous le savez, mais d'un autre pays dont le nom commence par le B, qui est le Bhoutan. Alors pourquoi je voudrais vous parler du Bhoutan? Je reviens encore à ce qui a été dit ici il y a 2 ans dans ce premier Centifolia, qui était le bon, le beau, le vrai. Et 2 ans se sont écoulés, et je pensais que c'était intéressant de regarder comment est-ce que concrètement on pouvait appliquer ces principes du bon, du beau et du vrai à un programme de terrain. Et le Bhoutan, pour moi, est l'occasion de partager une démarche autour d'un outil dont on parle de plus en plus aujourd'hui, qui est, alors en anglais on l'appelle ABS, Access and Benefit Sharing, en français APA, Accès et Partage des Avantages. Nagoya est passé par là. Beaucoup de pays maintenant ont ratifié cette APA, Accès et Partage des Avantages. Et je trouve que c'était intéressant de voir comment finalement cet outil, qui au départ est plutôt perçu comme une contrainte dans la relation entre l'industrie et les États, peut être finalement un outil inspirant pour la construction d'un véritable programme de richesse au sens du bon, du beau et du vrai. Alors si j'ai commencé à comparer le Bhoutan et la Bretagne, c'est pas par hasard parce que tout simplement, ce sont 2 pays qui ont à peu près la même surface. Le Bhoutan fait pratiquement 50 000 km². C'est un peu plus quand même que la Bretagne. C'est à peu près la superficie de la Suisse. Il y a environ 700 000 habitants dans ce pays, alors qu'en Bretagne, on est plutôt 3 200 000. Et puis surtout, c'est un pays qui a vécu relativement isolé, en tout cas d'un point de vue international, au cours des dernières décennies, voire des derniers siècles. Alors, vous savez que c'est la chanson « Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bhoutanais », puisque eux aussi ont développé leur propre système ethnique. Alors on n'est pas chez Bonne Gueule, je ne sais pas ce qu'en penseraient nos amis en termes de look, ça peut être inspirant aussi, mais c'est effectivement un autre modèle. Le Bhoutan, c'est un pays qui a la particularité en fait d'être en tenaille, si je puis dire, entre 2 grands géants. L'Inde au sud, notamment la plaine du Brahmapoutre, avec le Bengale, avec l'Assam. Et puis au nord, un autre géant qui est la Chine, notamment le Tibet. Et entre les deux, vous allez avoir différents étages, puisqu'on passe d'une altitude au sud qui est à peu près au niveau de 100 à 200 mètres, au haut sommet himalayen, jusqu'à 7300 mètres d'altitude. Et donc ce pays est découpé du nord vers le sud en vallées, qui sont liées en fait à la présence de rivières qui ont découpé ce pays en strates. Et entre ces rivières et ces vallées, il y a des cols, souvent qui sont entre 3000 et 4000 mètres d'altitude, ces cols ayant historiquement isolé les populations de chacune de ces vallées. Et donc vous allez trouver dans chaque vallée des particularismes en termes, on voit ici, de look, mais aussi en termes de culture, en termes de langage. Mais ce pays est unifié grâce à 2 éléments structurants qui sont, on verra tout à l'heure, la religion, le bouddhisme, et un roi, une monarchie. Continuons la comparaison. Vous avez ici un champ de sarrasin. Vous savez que le sarrasin est important pour les Bretons, mais s'ils ont le sarrasin, ils n'ont pas les crêperies. Donc nous gardons un petit avantage concurrentiel quant à notre domination, si je puis dire, dans ce domaine.
Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est simplement parce qu'effectivement, eh bien, 75% de l'activité du pays, de ses ressources, viennent du milieu rural. L'élevage, la culture représentent aujourd'hui le gros de l'activité de ce pays. Et chaque, effectivement, vallée va développer différents types de cultures. Vous avez ici cette femme qui porte un béret. Alors c'est étonnant quand même d'être dans un endroit très très reculé, de croiser cette femme qui appartient à une ethnie nomade. Et là sur sa tête, un béret. Alors ils n'ont pas la baguette encore, mais là toujours avec cette idée de montrer. C'est un béret en laine de yak. Je crois que c'est très à la mode, il paraît, cet hiver, notamment dans les pulls. Mais en tout cas chez eux, alors, il y a un petit côté dreadlock en plus. J'en appelle à mon ami de chez Bonne Gueule. Encore une inspiration qu'on pourrait tirer effectivement de ces peuples-là. Donc une diversité de cultures, une diversité aussi au niveau animal et au niveau des écosystèmes. Vous avez ici une des fiertés du pays qui sont ces sommets, et notamment le plus haut sommet qui est à 7300 mètres, qui est le dernier sommet inviolé qui reste encore au monde puisqu'il n'a pas encore été gravi. Mais nous, en Bretagne, nous avons aussi nos propres sommets. Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons des dolmens. Alors, on n'atteint pas les mêmes altitudes, mais en termes d'effet, effectivement, c'est un véritable... Donc, vous voyez, donc, comme finalement, ce sont deux pays qu'on pourrait jumeler assez facilement. Et c'était un peu le but de mon propos. Alors, on n'oublie pas qu'en Bretagne, vous savez, la religion est importante, le catholicisme, il est omniprésent. Et bien, de la même façon, avec le bouddhisme, vous allez trouver pratiquement à chaque endroit ces fameux shorten, ces temples qui permettent là encore d'exprimer le rôle du sacré. Le sacré est un trait d'union dans le pays. Il faut penser que du XVIe au XIXe siècle, ce pays a été une théocratie. C'est-à-dire qu'il a été dirigé par une sorte de Dalai Lama local, c'était un peu le pendant du Tibet, et que ce n'est qu'à partir du XXe siècle qu'il est devenu une monarchie. Donc ce sacré est important parce qu'il va incarner la puissance non seulement des dieux, mais du naturel. Et donc partout, on vous expliquera qu'il y a des divinités et qu'il ne faut surtout pas les déranger, les perturber, parce que sinon la nature vous punira, le village sera puni, la récolte sera défaillante, le bétail sera malade. Et donc, vous avez, alors là je reviens encore à la notion de sacré, vous savez que aussi dans nos campagnes bretonnes, on va vouloir se protéger du mauvais œil, du mauvais sort. De la même façon, au Bhoutan, ce mauvais sort, ce mauvais œil est présent. Alors, sauf qu'ils ont une façon très particulière de l'exprimer, j'espère ne pas vous choquer, c'est le phallus qui est le garant, il protège du mauvais œil. Alors ça surprend au début quand on arrive. 1, ça va, 2, 3, et puis partout, pratiquement sur toutes les maisons, vous allez voir apparaître cette forme-là. On met même d'ailleurs autour du cou des enfants, pour les protéger du mauvais sort, des petits phallus aussi. On en vend d'ailleurs, c'est un des rares objets de tourisme qu'on peut ramener. J'ai hésité, ayant peur de me faire contrôler à la douane et devant justifier la présence de ce genre d'objet dans mes bagages. Mais en tout cas, voilà, là encore, le message qu'on doit retenir, c'est que le sacré permet finalement de faire passer des messages de conservation. On s'aperçoit en fait que quand vous allez à un endroit, on vous expliquera que tel rocher est sacré, que tel buisson ne doit pas être touché ou souillé, que telle forêt, tel arbre ne doit pas être arraché. Et donc c'est ce qui a permis, grâce à cette connaissance, de passer des messages assez simples de protection de l'environnement. Et c'est amusant finalement comment les gens au cours des siècles ont utilisé ces croyances et ont permis de sauvegarder une grande partie de cet univers. Il faut penser en fait que le Bhoutan a la particularité d'être un véritable hotspot de biodiversité. Vous avez un grand nombre d'espèces endémiques, aussi bien au niveau végétal qu'animal, et que cette richesse a été très très bien préservée. Et que le pays, n'entrant, je dirais, dans la modernité que relativement récemment, il ne va pas faire, j'espère, les mêmes erreurs qu'ont pu être faites ailleurs, et que dès le début en fait de son évolution, il a pris ce réflexe très naturel de vouloir préserver sa biodiversité. Alors un dernier clin d'œil entre la Bretagne et la France, cette fois-ci le bleuet, notre fleur emblématique, cultivée dans les champs à la Gacilly en Bretagne pour les besoins de la marque. Et là-bas, vous avez une très belle fleur bleue qui est le blue poppy, le pavot bleu, qui est un méconopsis, qui est une plante extraordinaire, qui est l'emblème du pays. Donc nous avons le même emblème, une fleur bleue, qui fait le lien entre nos deux pays. Alors ce pays, je vous l'ai dit, il est resté isolé depuis relativement longtemps, tout simplement parce qu'au nord, vous avez compris qu'il y a cette barrière quasiment infranchissable qui est l'Himalaya, et puis au sud, des forêts aussi impénétrables qui ont protégé le pays. C'est un pays qui n'a pas été colonisé, même les Anglais ne l'ont pas colonisé.
Même l'Inde, quelque part, a aussi aidé à protéger cet univers de l'appétit chinois. Et les rois aussi qui se sont succédés pendant le XXe siècle n'ont eu comme objectif que de préserver totalement l'intégrité de ce pays. Et préserver le pays, ça a été, dès le départ, préserver la culture, et la culture est très forte dans ce pays, et préserver l'environnement et son intégrité. Et vous avez ici un épisode très important, l'apparition de la monarchie dans le pays. Donc jusqu'à la fin du XIXe siècle, une théocratie. En 1907, un premier roi est élu, alors c'est un peu paradoxal, d'élire un roi, et ce premier roi va être élu par les religieux, évidemment, mais aussi par les représentants et les dignitaires des différentes vallées du pays. Ce roi va installer la monarchie et n'aura de but, effectivement, que de protéger et de préserver l'intégrité de son pays. Aujourd'hui, c'est le 5e roi qui est actuellement issu de cette dynastie. Et au cours des siècles, et progressivement, notamment à partir de 1950, le pays va rentrer dans une forme de modernité. Il va commencer à s'ouvrir. Jusqu'en 1950, on est dans un état qui est très féodal. Et à partir de 1950, le 3e roi va créer une assemblée constitutive et il va libérer les paysans du servage. Et donc progressivement, le pays va commencer à se moderniser. Et puis un épisode qui est très important, que vous connaissez tous, qui est le concept au départ, émis par le 4e roi, de bonheur national brut. Je crois qu'on lui posait une question, on me racontait l'anecdote, pendant une interview, et puis il a dit mais finalement ces histoires de produits intérieurs bruts, c'est pas intéressant. Ce qui compte finalement pour mes sujets, c'est leur bonheur. Et donc ce qui est au départ un concept va devenir quelque part force constitutionnelle et va s'inscrire à travers notamment 4 grands piliers qui vont être inscrits dans la Constitution, qui sont d'abord le développement durable et équitable, donc ne pas faire n'importe quoi, et résister aux tentations effectivement d'une forme de richesse un peu capitalistique. La deuxième, c'est aussi un développement culturel, maintenir la culture, maintenir le religieux, et puis aussi essayer d'apporter, notamment aux populations, cette notion de bonheur. Et donc vont se mettre en place un grand nombre d'indicateurs qui vont mesurer dans le temps, donc ça fait maintenant 30 ans, qu'existe ce concept. Alors c'est vrai que c'est un concept qui aujourd'hui est parfois critiqué, décrié, qui n'est pas forcément aussi idyllique dans la réalité que ce qu'il peut paraître sur le papier, mais je pense qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il a induit un comportement, il a jeté les bases en tout cas d'une forme d'échange. Et je pense que ça c'est quelque chose qui peut être très inspirant, notamment au moment où on va mettre en place des relations avec ce type de pays. Et quand on parle d'accès et partage des avantages, je pense que c'est typiquement quelque chose qui doit inspirer la réflexion et la construction de ce type de relations. Vous voyez donc ce roi ici qui avait déclaré l'importance de cette approche. Simplement maintenant, vous parler encore un peu plus de cette fameuse biodiversité, donc revenir peut-être plus concrètement à ce qui nous intéresse. Vous savez que nous, chez Yves Rocher, mais je pense que nous sommes nombreux dans l'industrie à nous intéresser à la valorisation des ressources naturelles. Ces ressources naturelles sont particulièrement riches et intéressantes au Bhoutan. Je vous donnais un indicateur, il y a plus de 6000 plantes vasculaires au Bhoutan, il y en a à peine 4400 dans toute la France. Alors qu'en France, on a quand même la Méditerranée, on a les Alpes, on a les zones océaniques, donc on a déjà une grande diversité. Et sur une surface beaucoup plus petite, au Bhoutan, vous avez davantage et beaucoup plus de plantes très très spécifiques. Et puis surtout, vous avez tous ces fameux étages dont je parlais tout à l'heure, qui vont du subtropical au tempéré, à l'alpin et jusqu'à l'himalayen. Et donc vous avez une grande diversité, vous avez 600 par exemple, espèces d'orchidées qu'on peut trouver dans le pays, vous avez des forêts de rhododendrons par exemple, et puis un grand nombre de plantes himalayennes et tibétaines. Donc tout ça en fait un pays, le Bhoutan, l'étymologie du mot Bhoutan, ça veut dire le pays des plantes médicinales. Donc, vous voyez, donc déjà à la base, il y a cette inscription. Il est connu jusqu'au Tibet comme étant la terre où on allait chercher des plantes médicinales pour se soigner. Donc il y a véritablement une richesse qui peut être effectivement tout à fait intéressant d'essayer de valoriser. Ici, quelques photos de quelques fleurs à nouveau pour vous montrer cette diversité. Ce serait un petit peu trop long évidemment d'aller toutes les regarder. Vous avez des gentianes bleues ici, des rhododendrons ou autres plantes tout à fait particulières qu'on peut trouver dans le pays. Alors, quand arrive l'heure et la question de l'accès
à cette connaissance, immédiatement, vous savez, aujourd'hui, depuis Nagoya, se pose cette fameuse question de l'accès et du partage des avantages. Et donc, immédiatement, vous allez être forcé et obligé de discuter avec un point focal, vous savez, c'est la fameuse règle, et de regarder comment vous pouvez implanter ce programme. Alors, quand vous avez en face de vous un pays qui découvre aussi le sujet, j'y étais, moi, au Bhoutan, il y a 3 semaines, et il y a 3 semaines, le Parlement venait justement de ratifier cet APA. Donc maintenant, il est vraiment entré lui aussi dans la Constitution. Et donc, ce qui est intéressant de voir dans l'approche, c'est que vous devez discuter et amener un certain nombre d'éléments de concertation. La première, c'est d'expliquer aux gens localement que vous, enfin en tout cas moi, dans mon domaine, en tout cas la cosmétique, j'ai des contraintes. La cosmétique ne permet pas de cultiver des surfaces spectaculaires. On ne peut pas imaginer, comme dans le domaine de l'agroalimentaire ou de la pharmacie, de développer des programmes qui vont nécessiter des investissements importants, impliquer des centaines de personnes sur des cultures qui produiront des milliers de tonnes. Donc ça, c'est un premier élément. Et là, ça tombe bien parce que justement, on nous explique qu'on ne veut pas ce genre de programme, on veut des petits programmes qui soient traités avec des communautés en local et que ces communautés aient un revenu complémentaire. Donc ça, c'est effectivement une belle opportunité. Deuxième niveau, on leur explique que, attention, notamment en cosmétique, les femmes veulent toujours des nouveaux produits, des nouvelles histoires, des nouveaux concepts, des nouvelles crèmes. Donc la durée de vie de nos produits de soins en général ne dépasse pas 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est très compliqué de lancer des programmes quand ils n'ont pas de pérennité dans le temps. Donc d'où ce besoin, là encore, de faire attention à la façon dont on va construire ces programmes. Et là aussi, c'est quelque chose que les gens en face de vous doivent comprendre. Et puis, dernier élément, et le plus important probablement, c'est comment je partage les avantages que j'ai pu acquérir à partir éventuellement de la ressource qu'on me propose. Il y a 2 solutions, et c'est vrai que Nagoya peut être un petit peu contraignant en disant est-ce que vous devriez payer des royalties. Quand vous vendez vos produits, vous avez un chiffre d'affaires et vous revendez un pourcentage de votre chiffre d'affaires aux gens dont vous exploitez les ressources. Alors c'est pas aussi simple, parce qu'effectivement, dans notre industrie, on n'aime pas tellement, en général, ce genre de choses. Donc il faut trouver d'autres façons, en fait, de rémunérer et de partager. Et c'est ce qu'on met en place ici aussi, en disant, écoutez, nous pouvons vous offrir de la coopération technique, scientifique, de la coopération technologique, en termes d'équipement, en termes de savoir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va intéresser directement ces gens-là. Pourquoi ? Parce que là encore, ils se découvrent, ils découvrent leur richesse, ils découvrent tout ce potentiel, mais ils n'ont pas les moyens véritablement ni de la maîtriser, ni de l'exploiter. Et donc, en ouvrant un peu cette connaissance, en ouvrant ces outils, on leur donne concrètement les moyens de prendre le relais du projet lui-même, c'est-à-dire eux-mêmes capables d'imaginer comment ces autres ressources pourront être utilisées peut-être dans d'autres secteurs ou par d'autres sociétés, dans d'autres endroits du monde. On leur donne quelque part les moyens de manière accélérée et rapide, de construire et de structurer véritablement leur connaissance. Et donc, le contrat, ce fameux APA, il est à revoir. Et donc, on est obligé, mais en bonne intelligence, de reconstruire, de réécrire cet accès et partage des avantages pour que justement, l'ensemble des parties prenantes soient capables d'y trouver son compte. Cette richesse ne sera réelle qu'à partir du moment où elle est partagée et où chacun y retrouve son compte. Et donc c'est effectivement ce qu'on est très content de pouvoir construire aujourd'hui avec ce pays. Je n'aurai pas évidemment le temps de rentrer dans les détails, mais c'était l'expérience que je voulais partager avec vous. Et je voudrais terminer par cette photo, qui est la photo officielle qu'on a pu prendre avec le roi et la reine du Bhoutan, donc le 5e roi, son épouse, très, très jolie femme. Lui, il a 32 ans et elle 23 ans. Et puis, donc, vous me reconnaissez à gauche, mon collègue Michel Cambornac, qui est notre botaniste, qui était là avec nous, qui a d'ailleurs fait la plupart des photos, que vous avez vues pendant la présentation. Et on a eu la surprise de découvrir que la reine du Bhoutan connaissait Yves Rocher et qu'en plus, elle était cliente Yves Rocher, puisqu'elle achetait ses produits. En Thaïlande, nous avons d'ailleurs de nombreux magasins. Et donc à l'heure où certaines compagnies paient très cher des égéries, nous avons la reine du Bhoutan qui paie ses produits. Alors je ne sais pas combien elle a de pétales sur sa carte de fidélité, mais voilà, on a eu tout de suite un accès effectivement très très favorable, très ravi, et le roi nous apporte effectivement tout son support dans ce projet. Voilà, donc je terminerai par une petite phrase en bhoutanais qui est Tashi Delek. Ça ne veut pas dire merci, ça veut dire plutôt bonne chance, bon voyage, bon succès. Merci.
Ah, l'imagination d'Eric, un vrai bout en train. Ah, que c'est beau.